Salut et bienvenue dans nos hors-séries d'été de Ça tourne pas rond. Toute l'année, elle a répondu à vos questions. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Mardi, vous êtes psychologue et psychanalyste et pour accompagner la chaleur estivale, vous vous êtes dit que ce serait super qu'on passe un été avec les pervers. Alors pas littéralement parce que ce serait probablement pas top niveau éthique. En tout cas, moi j'ai ouvert le Larousse et j'ai trouvé 2 définitions au mot pervers. La première, c'est qui est enclin à faire le mal et qui le tente par des moyens détournés. Et la seconde, je cite, dont les instincts sexuels se manifestent par un comportement anormal. J'imagine que la définition du Larousse est un peu courte, étant donné que nous allons y consacrer 4 épisodes. Écoutez Nina, je suis ravie de passer un été avec vous et avec les pervers. Qu'on puisse se rendre compte ensemble de quoi on parle quand on convoque ce terme. Je ne sais pas si c'est encore très à la mode de parler de pervers, mais je sais qu'il y a quelques années, environ 2 décennies, on a eu notre grand moment pervers avec l'apparition dans le champ quotidien de la qualification de pervers narcissique. Mais en termes de perversion, il faut remettre les choses dans leur contexte, car le contexte, on va le voir, a une grande part dans ce qu'on qualifie de perversion. En fait, tout acte dévié du but de reproduction sexuelle était estampillé de pervers au XIXe siècle. Historiquement, donc, une branlette était considérée comme sacrilège, là où, à l'heure actuelle, on a des articles de presse vantant les mérites et bienfaits de la masturbation. Seulement, n'y a-t-il pas toujours une suspicion ? L'idée que ce qui se passe chez le voisin n'est quand même pas très nette. Merde alors ! Il pourrait fermer ses volets quand il mate son film porno. Veut-il que je le surprenne ? Sait-il que je le vois ? En fait, est-ce qu'il y a dans la perversion l'idée de quelque chose d'un peu tordu ? Eh bien oui Nina, si on prend l'exemple de ce que les nouvelles générations appellent les kinks, des pratiques sexuelles pratiquées par des personnes qui assument avoir une sexualité tordue, parce que c'est la traduction de kink, on passe d'une pratique plus ou moins cachée durant certaines époques à une pratique plus ou moins revendiquée, mais on garde ce qualificatif de tordu, mais d'ailleurs tordu par rapport à quoi ? Eh bien, toujours avec l'exemple de cette sexualité dite kink, en opposition avec ce qui est appelé sexualité vanille. Et à ce propos, j'ai appris un truc en préparant cet épisode, que ce terme de vanille, en fait, n'a rien à voir avec l'arôme fort sympa au demeurant. Non, en anglais, vanilla, ça signifie aussi conventionnel. Et c'est marrant qu'on n'ait pas traduit ça. Donc, il y aurait une sexualité conventionnelle en opposition à une sexualité tordue. Est-ce que vous nous expliquez tout ça parce qu'au fond, le pervers, à la base, c'est celui qui sort de la norme, justement ? Eh bien oui, quand on jette un œil à la définition de perversion dans le dictionnaire et qu'on se réfère à la section relative à la psyché, on lit que la perversion est une déviation des tendances et des instincts par rapport à ce qui est jugé naturel. Et là, on rentre direct dans la théorie freudienne. C'est quelque chose d'important dans l'histoire des idées. Freud ne structure pas à proprement parler les perversions d'un côté et les névroses de l'autre, mais on remarque que son intérêt pour la perversion lui permet de penser la névrose. C'est la perversion qui lui donne pas mal de clés de compréhension. Il dira même que la névrose est le négatif de la perversion. Négatif au sens de la photographie. Ça voudrait dire que dans la névrose, la perversion est là, mais elle n'est pas révélée. Donc il ne s'agit même pas de les opposer, mais plutôt d'y voir une continuité. Au passage, je précise à nos auditeurs qu'on avait consacré 4 épisodes de nos hors-séries d'été à la névrose l'été dernier. Mais pour revenir à la perversion, qu'est-ce qui va faire que Freud il va s'intéresser à ces questions ? Il va avoir envie de parler de sexualité, alors même que vous nous l'avez dit, l'époque n'est vraiment pas propice à ouvrir une quelconque conversation sur la sexualité. Eh bien oui, il faut se remettre un peu dans le contexte européen de la fin 19e, début 20e siècle et de la domination morale de la classe bourgeoise, elle-même dominée par la religion chrétienne. On peut facilement deviner les conflits internes des êtres humains entre culpabilité et désir. D'ailleurs, si on regarde les manuels de médecine de l'époque, on voit qu'ils répertoriaient les différentes perversions. On a carrément des inventaires de tous les trucs les plus farfelus qui existent et qui sont jugés condamnables. Il faut donc imaginer une société qui vit selon des règles morales et religieuses strictes, avec une façon violente de réprimer les mouvements sexuels des uns et des autres. Et pour ce qui concerne la sexualité infantile, on a des cas d'enfants dont les membres sont attachés à leur lit la nuit pour empêcher la masturbation et certaines petites filles ont les lèvres de leur sexe cousues. Donc Freud, il va totalement s'affranchir de ce qui est écrit dans les manuels de médecine, Mardi ?
Eh bien déjà, Freud fait un constat clinique. Pourquoi existe-t-il autant de personnes qui semblent hors nature? Son hypothèse, c'est qu'au fond, la culture impose des choses qui sont loin d'aller de soi pour l'être humain. Et vu le nombre de personnes concernées, il ne serait pas rigoureux de les considérer seulement sous le prisme de l'anomalie. Et ça secoue le contexte moral et hypocrite de l'époque. Zweig, auteur et biographe de Freud, dira de celui-ci qu'il jette un pavé dans la mare avec ses 3 essais sur la théorie sexuelle. Il faut bien comprendre qu'on vit un moment où on ne parle pas des choses sexuelles. Si on en parle, c'est seulement pour les pathologiser ou les condamner. Il existe d'ailleurs encore aujourd'hui des cultures orthodoxes où l'acte sexuel se passe via des draps troués pour empêcher le contact des peaux. Donc, qu'en 1903, un médecin ose écrire un livre sur les théories sexuelles dont le premier chapitre rentre direct dans l'art puisqu'il s'intitule « Les aberrations sexuelles » et que pour une fois, on ne va pas y lire une énième liste de toutes ces pratiques déviantes qu'il faudrait réadapter, c'est extraordinaire. Et dès la première page, on y lit ceci. L'opinion populaire se forme des représentations tout à fait arrêtées sur la nature et sur les propriétés de la pulsion sexuelle. Celle-ci serait absente durant l'enfance, s'installerait à l'époque de la puberté en liaison avec le processus de maturation, se manifesterait dans les phénomènes d'attraction irrésistible exercés par un sexe sur l'autre et son but serait l'union sexuelle. Nous avons cependant tout motif de voir dans ces propos une image très infidèle de la réalité. Mardi, comment Freud y va travailler sur ces théories sexuelles? En fait, Freud, c'est un clinicien. Il reçoit des patients et il écoute ce qu'ils ont à dire plus qu'il n'applique un soin qui serait dicté par la morale. Pour prendre un exemple, il ne va pas s'agir de dire à quelqu'un qui se masturbe que c'est mal, mais plus de le faire parler autour de ça. Il constate, il s'interroge et il observe qu'au fond, beaucoup d'êtres humains divergent de cet énoncé naturel qui vise à dire que la pulsion sexuelle apparaît à la puberté dans un but unique de reproduction. Dans son essai sur les 3 théories sexuelles, il va attirer l'attention de ses lecteurs sur le plaisir que les humains prennent par exemple à s'embrasser. Pour autant, ce n'est pas en s'embrassant qu'on fait les bébés. Mais mince, on y prend du plaisir. Alors oui, certes, il y a cette idée que si on s'embrasse pour favoriser l'union sexuelle visant à se reproduire, alors ça va, ça passe, puisque la perversion serait tout ce qui n'a aucune visée reproductive. Je ne sais pas si on peut sentir tout le poids moral de cette affirmation. À ce propos, il parlera aussi de sa propre expérience qui consiste à user du retrait pour ne pas avoir d'autres enfants. Oh là là, donc on pourrait faire l'amour juste pour le plaisir. Bref, c'est délicat de définir la perversion uniquement avec la notion de déviance et de torsion. Parce que si on prend appui sur une telle définition, cela suppose qu'on s'appuie aussi sur ce qu'on croit être naturel. Et alors là, bon courage. À part vivre tout nu dans une grotte et espérer survivre, je ne vois pas bien comment échapper à la déviation de la nature. C'est presque le propre de l'humain. Mardi, l'été dernier, vous nous aviez emmenés au pays des névrosés et on avait appris ensemble qu'il existe en gros 3 types de structures psychiques, névrose, psychose et perversion. Mais du coup, ça ressemble à quoi, la structure du pervers ? Alors d'un point de vue plus structural, plus psychopathologique, on verra que c'est difficile d'établir ce genre de diagnostic. Les pervers, les vrais, ne sont pas des personnes qui consultent. Pour en dire déjà un petit mot de façon schématique, en termes de structure, d'organisation du psychisme humain, les névroses, les psychoses et les perversions s'organisent autour d'un point qui est celui de la castration. Alors un mot sur la castration. La castration, ce n'est pas ne plus avoir de sexe, c'est une castration conceptuelle. La castration, c'est un certain rapport au langage, au fait que ce langage est limitant, limité, aliénant. Certains consentent à cette aliénation, ce sont les névrosés. Ils sont aliénés au langage et en usent pour espérer tout de même s'émanciper un peu. Dans la psychose, on pourrait dire qu'ils sont inaliénés au langage, et donc ce langage peine à tenir quelque chose du sujet. Beaucoup de phénomènes arrivent de l'extérieur, des signes, des voix, des pensées autonomes. Comme le langage n'est pas intégré, il se déchaîne de l'extérieur et vise le sujet psychotique. Et dans la perversion, le langage est repéré comme limité et limitant,
comme dans la névrose, mais le sujet pervers fait comme si ce n'était pas son affaire. Une phrase résume bien la perversion, c'est « je sais bien, mais quand même ». Dans la névrose, on parle de refoulement. Le névrosé oublie qu'il est limité par le langage, mais son inconscient le lui rappelle. Dans la psychose, cette limite du langage n'est pas advenue. Elle existe, mais elle n'opère pas. Et dans la perversion, on a affaire au déni. Je le sais, mais je dénie ce savoir. Merci Mardi pour cette introduction à la perversion. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur le fétichisme. D'ailleurs, Mardi, je peux voir vos chaussures ? Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.